Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première formation organisée en intelligence artificielle par 3R, le réseau radiologique roman. Alors, Hugues Bratt ici, je suis le directeur médical de cette entreprise fabuleuse et j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire ce cycle de formation qui est né suite au déploiement d'une série d'algorithmes en intelligence artificielle dans 3R afin d'aider à la fois le radiologue et le prescripteur dans leur pratique quotidienne. Alors, afin de comprendre et discuter des implications et de l'utilité clinique de ces algorithmes, 3R vous propose un cycle de 6 formations que nous voulons interactives. La première formation s'intitule Origine de l'IA, introduction sur les applications en imagerie médicale par Benoît Risque. Avant de commencer cette formation, j'ai quelques petites informations utiles pour vous concernant notamment la séance de questions-réponses après la présentation de Benoît. Dans la barre d'outils en bas de votre fenêtre Zoom, vous avez un petit bouton qui s'appelle Converser et qui ouvre un chatbox dans lequel vous pouvez poser vos questions et nous les trierons pendant la présentation et les poserons à Benoît après la présentation. Tous les participants recevront un email avec un questionnaire d'évaluation après la formation et quand vous aurez rempli ce questionnaire d'évaluation, vous aurez automatiquement un certificat de participation qui sera envoyé avec votre adresse email. À noter que la formation permet d'obtenir un crédit point à la Société suisse de radiologie ainsi qu'à l'Association suisse des TRM. Nous sommes encore en attente de la validation par la Société suisse de médecine interne. Sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Risque qui va inaugurer cette formation. Donc, Benoît est médecin radiologue, spécialiste en imagerie ostéo-articulaire et un véritable pionnier en intelligence artificielle. À ce titre, Benoît est notre clinical leader en intelligence artificielle dans 3R. Il est déjà auteur d'un premier article scientifique à propos d'un algorithme d'interprétation des lésions méniscales à l'IRM du genou, dans le cadre d'une co-création d'un produit avec Incepto Medical, notre partenaire privilégié. Benoît a également présenté nos travaux de recherche en intelligence artificielle clinique lors de plusieurs congrès scientifiques internationaux. Alors Benoît, merci pour ton engagement, ton drive et ton énergie positive au quotidien. Je vais te laisser la parole et je demande à tous les participants de veiller à ce que leur micro soit coupé pendant la présentation de Benoît. Merci beaucoup. Benoît, à toi la parole. Bonjour, je suis le docteur Benoît Risque du Centre d'imagerie de Fribourg et je vais vous parler pendant les 45 prochaines minutes des origines de l'intelligence artificielle. Nous évoquerons également les applications potentielles en imagerie médicale. Non, l'intelligence artificielle n'est pas née au début du XXIe siècle avec ce film de Steven Spielberg sur l'intelligence artificielle. Cette idée de pouvoir réaliser une version synthétique des fonctions cognitives d'un être humain est déjà présente depuis longtemps. Nous voyons ici Talos, un soldat de bronze, un robot dans la mythologie grecque qui éloignait les gens qui voulaient s'introduire en Crète avec des pierres pour défendre l'île. Nous voyons également le golem, une créature de la mythologie juive qui est un être synthétique en argile. Nous avions déjà des réflexions un petit peu sur les êtres artificiels. Nous voyons ce canard automatique dans les années 1700 et également ici un joueur de flûte synthétique des années 1800. L'humain a donc progressivement essayé de reproduire le vivant avec cette intelligence artificielle. On pense également à Mary Shelley et à son Frankenstein, qui est un être artificiel créé par le savant Victor Frankenstein, et cette créature va rapidement coloniser le cinéma, qui n'est encore qu'un adolescent en 1910 lorsque les premières apparitions de Frankenstein se font dans le 7e art.
Alors, Alan Turing va être l'un des pères fondateurs des sciences informatiques et également quelqu'un qui va théoriser parmi les premiers l'intelligence artificielle. C'est un mathématicien et cryptologue anglais. Vous aurez peut-être vu son histoire dans ce film The Imitation Game, sorti il y a quelques années. Et on voit comment il a réussi à décoder les codes secrets des nazis pour donner des informations qui étaient très importantes pour les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing a donc théorisé des tests permettant d'identifier, lorsque l'on parle à un ordinateur, est-ce que l'humain peut se rendre compte qu'il parle à un ordinateur? Ou est-ce que l'ordinateur arrive à vous faire croire qu'il est un être humain? C'est ce qu'on appelle le test de Turing, qui est également encore utilisé actuellement. Et Alan Turing a donc donné son nom à des Alan Turing Institute, à des Alan Turing Awards, qui sont l'équivalent du prix Nobel pour les sciences informatiques. L'intelligence artificielle en tant que telle a été définie en 1956 à une conférence séminale tenue à Dartmouth. Donc si vous n'avez aucune idée comme moi de où se situe cette ville, vous voyez le Google Maps en corrélation, c'est le point bleu en haut à droite, un peu au-dessus de New York, un peu en dessous du Maine de Stephen King. Des scientifiques de plusieurs sous-disciplines se sont réunis et ont donc théorisé la vision qu'ils avaient de cette intelligence artificielle dans les débuts de l'informatique. Le raisonnement humain est une séquence d'opérations logiques qu'un ordinateur peut reproduire. Et donc, ils théorisent que chaque sous-partie de l'apprentissage humain peut être sous-détaillé de manière informatique et qu'une machine peut le décrire de manière précise et la simuler en appliquant ses principes. Derrière l'intelligence artificielle, il y a les mathématiques, il y a les statistiques. Vous voyez ici un neurone humain, le système nerveux central. Nous avons des axones, des dendrites, des synapses, des connexions multiples qui font le système nerveux central humain. Les mathématiciens ont donc théorisé des neurones que l'on pourra activer après par des ordinateurs, et les premiers modèles sont donc assez simples. Il y a des choses que l'on va rentrer dans ce calculateur, c'est ce que l'on appelle le input en anglais, ce que l'on donne à manger au calcul que l'on va réaliser. Nous avons un intégrateur central qui va pouvoir calculer en fonction des poids de certaines informations ce qu'il va sortir de ce calcul mathématique et statistique, ce que l'on appelle le output. Vous voyez ici un premier système de neurones artificiels qui est assez simple, qui va dans un sens, on fait des additions, des sommes. C'était les prémices de ces réseaux neuronaux dont nous allons parler. Vous voyez, dans les années 1960, l'intelligence artificielle vient à peine d'être définie. On a déjà dans la pop culture Stanley Kubrick, un réalisateur de cinéma visionnaire, qui s'associe avec Arthur C. Clarke, un Anglais qui était un écrivain de science-fiction, et ils vont donner 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit déjà dans les années 60 que l'humain part à la conquête spatiale avec une intelligence artificielle, une voix robotique à bord qui lui donne un peu des consignes, et le guide en lui donnant également son avis, c'est HAL 9000. Alors, les premiers pères fondateurs de l'intelligence artificielle ont reçu beaucoup d'argent pour fonder un peu des modèles, suite à leur définition un peu de l'intelligence artificielle, mais ils n'avaient pas les données et la puissance de calcul informatique pour réussir, et donc c'est ce qu'on appelle l'hiver, le premier hiver de l'intelligence artificielle. Ça se réfère à la courbe de Gartner, qui est une courbe que l'on peut appliquer pour les nouvelles technologies et qui montre un petit peu l'excitation qui sont des attentes exagérées au départ. Et nous avons donc l'hiver, c'est ce creux des désillusions. La nouvelle technologie ne va pas donner tout ce que l'on attendait d'elle au départ. Par contre, si l'on a tendance à surestimer au départ l'effet que ces nouvelles technologies vont avoir, on a plutôt tendance à sous-estimer sur le long terme l'effet de ces technologies. Après cette première hiver de l'intelligence artificielle, Yann Lequin, chercheur français dans les années 80, va remettre au goût du jour ces réseaux neuronaux
et nous voyons qu'il travaille sur la reconnaissance des lettres, la reconnaissance des chiffres, et applique un comportement d'un réseau d'apprentissage supervisé qu'il régit par un système d'équations couplées. Ce sont donc des mathématiques, et il va dédier sa carrière à ces réseaux neuronaux en travaillant avec l'industrie et dans des laboratoires canadiens. Et vous voyez qu'à la fin des années 90, il a fait évoluer ces réseaux neuronaux qui au départ étaient assez simples et allaient seulement dans un sens, en complexifiant un peu les choses avec la rétropropagation de l'information. Le réseau neuronal va pouvoir avoir des couches profondes qui vont travailler pour extraire les données de manière plus précise. Nous voyons ici des réseaux neuronaux convolutionnels sur un même papier du même Yann Lequin dans la fin des années 90, où ce sont ces CNN en anglais, les Convolutional Neural Networks, ou les réseaux neuronaux convolutionnels. La convolution, ce sont des processus informatiques et statistiques qui vont analyser l'image et traiter ça pour essayer de pouvoir reconnaître. On est vraiment dans la computer vision, dans la vision des lettres, des chiffres par ordinateur pour améliorer les performances. Il va travailler, Yann Lequin, avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton dans des laboratoires de Toronto, et ils vont réellement théoriser le deep learning, l'apprentissage profond, avec ces réseaux neuronaux, avec des couches cachées qui vont permettre, avec l'amélioration des puissances informatiques, de traiter de manière beaucoup plus fiable qu'auparavant ces données. Vous voyez ici des exemples tirés de ce papier qui a été publié et cité de nombreuses fois dans Nature en 2015. Alors, voyez ce qu'il se passe dans un réseau neuronal convolutionnel. Nous avons ici cette image qui va être décodée un petit peu en filtre informatique avec des 0 et des 1, et on va faire des procédés d'analyse de l'image avec ce que l'on appelle des hyperparamètres qui vont pouvoir prendre des petits morceaux de l'image pour les analyser et voir un petit peu les caractéristiques que le réseau neuronal peut trouver dans l'image. Toutes ces opérations mathématiques et statistiques sont bien détaillées avec ce qu'on appelle la pipeline, l'architecture du modèle, avec des opérations statistiques qui sont assez communes maintenant à plusieurs modèles. Vous verrez ça dans les papiers d'intelligence artificielle, des réseaux complètement connectés, des opérations informatiques, softmax, etc., qui vont être des statistiques pour pouvoir traiter de manière la plus efficace le résultat du réseau neuronal. Alors oui, l'hiver était venu, et l'hiver est revenu pour l'intelligence artificielle, car bien que Yann Lequin et ses laboratoires, ses collègues chercheurs aient remis au goût du jour les réseaux neuronaux, il n'y avait pas encore les outils pour travailler de manière efficace. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas le langage informatique pour traiter les données, tout était plus ou moins artisanal, il n'avait pas de dataset, il n'avait pas de réseau de données important, et ils ont donc dû faire ça de manière artisanale pour des résultats qui pourtant vont arriver dans la pratique clinique avec Yann Lequin qui invente la reconnaissance des chiffres sur les chèques pour la poste américaine. Alors, comment sort-on de l'hiver de l'intelligence artificielle? Eh bien, avec des puissances de calcul informatique augmentées. Et nous voyons ici que l'industrie du jeu vidéo va jouer un rôle prépondérant dans le développement de l'intelligence artificielle. En effet, si, comme moi, vous avez joué à la Nintendo dans les années 80, dans les années 80, vous voyez que le graphisme n'a rien à voir avec les jeux vidéo des années 2020. Et l'industrie du jeu vidéo va améliorer la puissance de ces cartes graphiques pour les gamers, pour les joueurs de jeux vidéo, et on va avoir des industries type Nvidia qui vont progressivement basculer du jeu vidéo pur à vraiment l'intelligence artificielle, et c'est des compagnies là avec ces cartes graphiques avec des puissances de calcul très importantes sont devenues depuis milliardaires.
La puissance informatique augmente environ 1,5 fois chaque année et c'est ce qui permet de traiter de plus en plus les données que l'on reçoit de manière continue actuellement avec les gens qui sont tous connectés actuellement. Vous voyez, les données, Fei Fei Li, une chercheuse, crée au début des années 2010 un atlas sur le net, ImageNet, avec de multiples images et ça va stimuler les chercheurs à se faire des compétitions pour avoir les meilleures performances dans la reconnaissance de ces images et ces réseaux neuronaux avec le deep learning vont décoller dans les années 2010 et permettre à ces chercheurs d'avoir des performances qui vont être parfois meilleures aux humains dans la reconnaissance d'une image. Le deep learning va donc continuer à être appliqué dans les années 2010, cet apprentissage profond, et il y aura un changement un peu de conscience en 2016 lorsque une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond et pilotée par Google va battre le meilleur joueur Lee Sedol du jeu de Go, qui est réputé comme étant l'un des jeux humains les plus complexes à apprendre. Et l'on voit que ça fait la couverture des journaux en se disant attention, là il y a quand même un changement de paradigme avec des intelligences artificielles qui sont assez robustes et cela va bouleverser de nombreuses industries. L'informatique n'a cessé d'évoluer en accompagnant les travaux sur le deep learning avec, vous voyez, les ordinateurs personnels des années 80 ont laissé place aux smartphones avec Steve Jobs en 2007 qui introduit l'iPhone et les objets connectés, les données sont maintenant produites de manière astronomique et constante. Ici, vous voyez un résumé, cette slide qui est actualisée chaque année sur les données, combien de données sont générées chaque minute. On peut voir par exemple qu'environ 42 millions de messages WhatsApp sont échangés chaque minute. Donc il y a un flux de données vraiment continu qui va alimenter des serveurs informatiques. Nous aurons le cloud, les nuages, où il y aura vraiment des lacs de données, des quantités astronomiques de données qui sont produites par les êtres humains dans les années 2020 et c'est ce qui fait que Google, Facebook, Microsoft sont des puissances dominatrices actuellement. Andrew Ng, qui est un pionnier également de l'intelligence artificielle, nous dit que l'intelligence artificielle, c'est comme une nouvelle électricité, c'est vraiment une révolution industrielle qui touche de nombreux secteurs économiques et pas seulement l'informatique ou la radiologie pour ce qui nous concerne. Pour revenir un petit peu sur les définitions, donc l'intelligence artificielle, il s'agit donc d'un robot qui va essayer de simuler de l'intelligence ou d'une machine. C'est donc ce qui est développé et théorisé depuis les années 50. Le machine learning, c'est l'apprentissage machine. On va donc donner beaucoup d'informations à un système informatique et essayer de voir s'il arrive à résoudre une tâche pour laquelle il n'a pas été programmé. Donc c'est là que ces réseaux neuronaux ont travaillé dans les années 80 et le deep learning, l'apprentissage profond, va utiliser ces couches neuronales profondes, cette sorte de boîte noire que nous expliciterons dans un cours prochain sur ces réseaux neuronaux et c'est vraiment ces architectures-là de réseaux neuronaux qui vont vraiment constituer ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle ces dernières années. Donc pour l'apprentissage machine, il y a plusieurs possibilités. On peut faire apprendre à la machine à partir de données qui ont été labellisées. Donc cela c'est coûteux, ça prend du temps, mais ce sont des données de qualité. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage supervisé. L'apprentissage semi-supervisé, on va dire à l'ordinateur, voilà, on te donne quelques exemples qui sont bien labellisés et on va te donner aussi un nombre important de données qui ne seront pas labellisées et on va jouer un petit peu sur la qualité des données labellisées et la quantité des données qui ne sont pas labellisées pour essayer d'avoir un modèle qui peut résoudre le problème que l'on cherche à résoudre.
Il y a enfin l'apprentissage non supervisé, où là, il n'y a pas d'information qui est labellée dans ce que l'on rentre, le input, dans le réseau neuronal. Et on peut essayer de travailler aussi sur des réseaux neuronaux non supervisés. C'est moins le cas en médecine et en radiologie. L'apprentissage par renforcement, c'est ce qui peut se voir un petit peu dans la robotique, avec des processus de décision séquentielles où il y aura des décisions stochastiques aléatoires qui vont être prises et nous aurons un système de rétrocontrôle de l'information avec des récompenses ou autres. C'est utilisé notamment en robotique. Ici, vous avez un exemple de réseau neuronal convolutionnel dans lequel on va rentrer une image avec un chat et il y aura donc une analyse des pixels de l'image avec ces hyperparamètres qui vont essayer de filtrer l'image de la manière la plus précise possible, avec de puissantes informations mathématiques et statistiques, et on va récupérer des features en anglais, des caractéristiques de l'image pour essayer de les classer. On va essayer de dire est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, et on va essayer de séparer les décisions oui c'en est un, non c'en est pas, avec différents modèles statistiques que l'on va essayer d'optimiser pour avoir les meilleures performances. Ici, vous voyez un exemple de reconnaissance d'images dans le papier Deep Learning que nous avons évoqué tout à l'heure, avec de multiples patchs d'images qui sont pris, qui sont traités selon de multiples procédures, et des opérations statistiques sont ensuite réalisées pour essayer de trier et de classifier, de classer le résultat de l'analyse d'images. On peut faire même plus que ça avec l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, vous avez une image. C'est ce qui se passe quand vous mettez une photo de vos vacances sur Facebook. Eh bien, l'algorithme va automatiquement labelliser l'image, reconnaître l'image et générer du texte à partir de l'image qui est réalisée. Pour le texte, nous avons également l'intelligence artificielle qui s'y est intéressée depuis longtemps, avec, vous voyez, dès 1955, le MIT qui édite un article sur Machine Translation of Languages. Donc on a eu assez tôt l'idée d'utiliser les ordinateurs pour aider à la traduction et à l'analyse du langage. C'est également ce livre sur les théories de l'apprentissage et les théories du langage, qui est un débat entre Jean Piaget, qui est un scientifique suisse qui a travaillé sur la psychologie du développement, et Noam Chomsky, qui est un philosophe, qui va donner envie à Yann Lequin de se réintéresser à ces réseaux neuronaux profonds dans les années 80. Donc le Natural Language Processing, ou la programmation neurolinguistique, PNL en français, rien à voir avec le groupe de rap français. Vous avez ici, dès les années 40, un mémorandum qui va donner un petit peu des idées sur l'analyse par informatique du langage. Il y a plusieurs générations de traitements d'analyse du langage qui vont se développer, basés également sur les statistiques, et nous voyons que dans les années 2010, l'émergence des réseaux neuronaux profonds va aussi majorer de manière importante et rapide les performances de cette partie de l'intelligence artificielle qui consiste à analyser et à étudier le langage pour réaliser des tâches à partir de l'analyse de texte. Ici, vous voyez un exemple pour un rapport, par exemple, radiologique qui va décrire une fracture de la fibula proximale. Il va falloir analyser un petit peu dans la phrase le texte et de voir quelle est la position du mot par rapport à un autre. Il va y avoir des vecteurs qui vont représenter le contexte et on va essayer d'analyser ça pour extraire des informations de manière automatique, par exemple des rapports d'imagerie médicale. On peut faire des vecteurs qui vont représenter la position des mots les uns par rapport aux autres. On va essayer de pouvoir reconnaître, par exemple, y a-t-il une négation, y a-t-il un concept qui ressort un petit peu du texte. Et donc cette sous-partie est encore peu utilisée pour ce qui est de la radiologie. Ça commence à l'être et il y a vraiment un potentiel important.
Alors pour la radiologie et l'intelligence artificielle, vous voyez, ça ne date pas non plus d'hier. Dès août 1963, vous avez des pionniers de la radiologie, Ludwig et Kitz. Vous utilisez probablement la classification du premier pour la description des lésions lithiques en radiographie standard et l'atlas du second sur les variations un petit peu du normal en radiologie. Donc, vous voyez ce qu'ils écrivent dès 1963, c'est qu'il y a un nombre important et qui augmente de données complexes à intégrer en radiologie et que l'on pourrait éventuellement utiliser des ordinateurs pour traiter ces informations. Ils vont essayer de convertir dans leur papier des données d'une radiographie standard pour qu'elles puissent être travaillées par des systèmes d'analyse d'informations qui fonctionnent à haute vitesse. Vous voyez des images de leur papier, la radiographie standard, et on a une tabulation sous-jacente, des 0, des 1 et d'autres chiffres. Enfin, ça va être la traduction en code de la radiologie, et ils nous disent que c'est tout à fait approprié pour l'analyse par ordinateur. Plus près de nous, en 1994, nous avons Charles Kahn, qui est maintenant l'éditeur en chef de la revue Radiology Artificial Intelligence, qui publie dans Radiographics un article qui remet au goût du jour l'intelligence artificielle avec des systèmes d'aide à la décision qui vont être basés sur des réseaux neuronaux assez simples. Vous voyez, il y a un seul nœud au centre et on va essayer de faire de la classification de pathologies en fonction de ce que l'on peut trouver et des informations cliniques. Alors, dès les années 2010, avec ces performances de l'apprentissage profond, on voit au goût du jour de multiples articles sur l'informatique dans la radiologie radiologique. Nous voyons ici une explication dans Radiology du NLP, donc de la programmation neurolinguistique, avec le pipeline, l'enchaînement de séquences d'analyse de texte qui peuvent être réalisées. On peut essayer donc de reconnaître les négations, certains concepts, et il y aura après différents modes de traitement un peu de cette information textuelle qui peuvent être utilisés pour obtenir la tâche que l'on veut faire réaliser au système. Le deep learning est donc expliqué également aux radiologues en 2017 dans cet article de Radiographics où l'on voit l'analyse d'images qui est traitée. On va récupérer certaines caractéristiques de l'image, comme ses contours, des filtres de Gabor, la texture, et différents systèmes informatiques peuvent être utilisés, différents systèmes statistiques pour classer l'information. Vous voyez différents types de classificateurs sur la colonne du milieu. Alors on peut à partir de là essayer d'analyser une image de manière automatique, on peut essayer de segmenter certains organes et vous voyez les réseaux neuronaux profonds avec ces analyses d'images en haut à droite qui découpent un petit peu l'image selon les hyperparamètres pour en extraire certaines informations. L'intelligence artificielle va donc de plus en plus être au goût du jour dans les congrès, dans les journaux scientifiques et vous voyez la courbe d'augmentation des publications qui concernent l'intelligence artificielle en radiologie. On est maintenant, la plupart des articles peuvent traiter de ça, il y a des journaux dédiés qui se sont réalisés à ça, donc en tout cas il y a un intérêt majeur. Les radiologues essayent de s'organiser. Nous voyons ici un white paper, une publication qui base un peu les fondements de l'intelligence artificielle et de la radiologie au Canada, sorti en 2018, où on voit que les radiologues s'organisent pour essayer de voir comment on pourra éduquer les radiologues, comment on pourra faire de la recherche et du développement, quels axes on va développer dans notre communauté de radiologues sur l'intelligence artificielle, avec des contacts avec l'industrie, sans oublier bien sûr les considérations légales et éthiques que cela engendre.
Donc des revues dédiées à l'intelligence artificielle existent depuis quelques années, comme Radiology Artificial Intelligence. Et maintenant, lorsque vous allez à un congrès de radiologie, à l'époque où on pouvait encore se déplacer, nous avons des théâtres dédiés à l'intelligence artificielle qui font salle comble, comme ici au RSNA, ou des showcases, des halls entiers de centres de congrès qui vont être remplis d'industriels et d'universités qui font des spin-offs, des start-up pour de l'intelligence artificielle appliquée à la radiologie. Il y a quelques années, le médecin physicien, avec la percussion, l'auscultation, la palpation et l'observation, avait déjà une idée assez précise de la pathologie de son patient, et l'imagerie médicale intervenait également, mais n'avait pas encore un rôle prépondérant comme c'est le cas actuellement. Avec les nouvelles générations d'échographes, les IRM 3 Tesla, nous avons vraiment maintenant la plupart des diagnostics qui sont confirmés par l'imagerie médicale, et les fonds vont affluer dans la recherche pour créer des outils d'intelligence artificielle pour le marché de la radiologie et dans la santé des patients. Vous voyez, de nombreuses start-up et industries qui ont développé des marques de logiciels d'intelligence artificielle appliqués à la radiologie. Certaines n'existent plus, certaines ont été rachetées. Il y a comme ça un écosystème assez vivace et mouvant de start-up dédiées à l'intelligence artificielle, avec des fonds très importants pour financer tout ça. Ces startups sont essentiellement dans le marché de l'analyse d'images pour aider à faire une partie du travail du radiologue. Mais nous avons vu que le radiologue ne fait pas que analyser une image, et cet article en 2017 évoque de multiples pistes pour utiliser l'intelligence artificielle dans le travail de radiologue. Nous allons en voir quelques-unes ensemble. Regardez, nous pouvons imaginer que le choix du protocole d'examen soit boosté par intelligence artificielle, que l'affichage d'une IRM avec 20 séries puisse être favorisé par l'intelligence artificielle. Pour la création de l'image, nous pouvons également imaginer mettre moins de rayons X, avoir des examens plus courts, en optimisant ça par de l'intelligence artificielle pour que le patient ait une expérience meilleure dans un centre de radiologie, en passant moins de temps, en étant plus confortable par rapport à la réalisation de son examen. Nous pouvons imaginer également avec l'intelligence artificielle détecter de manière automatique la qualité de l'image qui est produite. Des optimisations peuvent également être faites dans le remplissage des rendez-vous par machine ou par centre en fonction des ressources radiologues disponibles pour optimiser l'efficacité d'un centre de radiologie. Donc les applications sont nombreuses, nous allons en voir quelques-unes. On pense également à la reconnaissance du langage pour les rapports qui est utilisé avec les logiciels de reconnaissance vocale, et on peut permettre également, dans tout ce qui suit le passage du patient dans le centre de radiologie, comme l'envoi de la facture, etc., améliorer les choses par de l'intelligence artificielle. Les radiomix sont une sous-partie de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie qui va analyser des caractéristiques dans l'image qui ne sont pas accessibles à l'œil humain pour peut-être pouvoir regrouper ça avec des patients qui présentent une texture similaire dans les lésions qui sont visualisées à l'image, et peut-être pouvoir essayer de faire des facteurs pronostiques sur le devenir du patient, avec également la possibilité d'envisager si un traitement va marcher ou pas en fonction de l'anamnèse précise, l'anamnèse peut-être génétique à l'avenir du patient. Tout ça peut être traité par intelligence artificielle. Voyez le cycle de vie d'un examen d'imagerie médicale. Le prescripteur va décider de faire une imagerie, il va donc faire une prescription qui devra être appropriée. Le radiologue va décider du protocole d'examen d'imagerie médicale. L'acquisition et la reconstruction de l'image seront faites avec l'accord du technicien et la supervision du technicien en radiologie médicale. Le workflow, tant au niveau secrétariat que technicien que radiologue du centre d'imagerie médicale, doit être optimal. Le radiologue, pour faire correctement son travail, doit connaître les informations pertinentes pour l'analyse des images du patient. Le rapport doit être fait
vite et bien, et nous devons communiquer ces résultats au patient et également à son médecin prescripteur. Il va falloir hiérarchiser les choses que l'on devra transmettre en fonction du degré d'urgence des trouvailles. On reste dans un secteur de médecine où il peut y avoir des choses plus ou moins graves et des réactions plus ou moins rapides qui sont attendues des radiologues. Et enfin, nous pourrons essayer de prédire si un patient a besoin d'un examen, d'essayer de l'organiser. Si une patiente a une lésion du sein qui nécessite un contrôle par échographie à 6 mois, on peut essayer d'automatiser un peu certaines de ces choses. Enfin, le peer learning, l'apprentissage continu par les radiologues est nécessaire également dans notre profession et on peut essayer d'automatiser certaines parties de l'extraction des dossiers intéressants pour une formation continue des radiologues et d'améliorer la qualité des performances des radiologues d'un centre d'imagerie. À chaque partie de ce cycle, que vous allez revoir sur de nombreuses slides, de l'intelligence artificielle peut être appliquée. Ici, on peut imaginer prédire le taux de positivité d'un examen par rapport à des cohortes de patients similaires. On peut imaginer diminuer la dose d'irradiation ou le temps d'acquisition d'un examen d'imagerie médicale. On peut imaginer avoir à diminuer le nombre de patients que l'on fait revenir parce que les contrôles qualité, y a-t-il besoin ou non d'injection, l'examen est-il de qualité suffisante ou non. On peut essayer à chaque étape d'essayer d'améliorer l'expérience du patient dans un centre de radiologie en sous-segmentant un peu la vie d'un examen d'imagerie médicale en différents sous-types et de voir à chaque sous-type quelle intelligence artificielle on peut éventuellement utiliser pour améliorer ce qui se fait actuellement. Ce schéma donc, de la chaîne de valeur de l'imagerie médicale, nous allons passer en revue certaines de ses sous-spécialités. Slides que j'ai empruntés à Eric Rankertz, le président de l'ESOMI. Voyez ici que pour le critère est-ce qu'un examen est approprié ou non par rapport à la question clinique, il peut y avoir des clinical decision support qui vont pouvoir être réalisés avec des outils qui vont aider à la prescription de l'examen le plus pertinent. On pourra essayer de prédire si un patient va avoir d'autres examens d'imagerie ou pas, comme par exemple si ça va être une lésion osseuse tumorale. On peut imaginer qu'on ait besoin d'un examen par rayon X, d'un examen avec gadolinium pour une IRM, et essayer d'optimiser le temps de présence, de l'anticiper du patient dans le centre. On peut essayer de prédire quels patients vont venir ou pas avec l'intelligence artificielle, et on verra également dans les minutes suivantes que y a-t-il besoin d'injecter ou pas du gadolinium, quelle quantité de gadolinium on va mettre, tout cela pourra aussi être étudié et optimisé par de l'intelligence artificielle. Ici, cette publication dans le Journal américain de radiologie qui montre qu'un département de radiologie économise 180 000 $ par an avec un outil d'IA qui permet de prédire la non-venue d'un patient à son examen. Ça peut permettre d'optimiser les flux, de ne pas avoir dans un centre de radiologie des pertes de chiffre d'affaires dues au fait que, par exemple, un patient ne vienne pas de manière répétée alors que des patients ont un certain délai pour avoir le rendez-vous. Et ça permet d'optimiser les flux. Vous voyez ici pour la réalisation d'un examen d'IRM, ce produit de General Electric qui aide le technicien en radiologie médicale à positionner le plan de coupe de manière automatisée après un entraînement sur des bases de données par du deep learning qui va améliorer le temps passé dans la machine par le patient et faciliter la vie du technicien. On reparlera de cela avec Michel Husneau de General Electric. Ici, on voit par exemple 11 réseaux neuronaux en cascade qui vont permettre de faire cette avancée technologique pour positionner automatiquement le plan de coupe pour acquérir les images de manière standardisée dans un examen donné en fonction de l'indication.
Donc le workflow devient intelligent, la productivité des radiologues est boostée par intelligence artificielle et les reconstructions d'images sont également améliorées par Deep Learning. Ici, nous avons une image d'IRM d'épaule de notre centre d'imagerie à Vevey où nous voyons une image qui est traitée par Deep Learning et cette IRM a une qualité vraiment impressionnante avec une vision sur une IRM sans injection intra-articulaire, d'un épaississement du ligament gléno-huméral inférieur dans le cadre d'une capsulite rétractile. Vous voyez également nettement l'œdème osseux sous-chondral de la glène supérieure en rapport avec une déchirure du labrum qui s'étend dans le long biceps, une lésion de type SLAP4. Pour ce qui est du scanner, True Fidelity, nous avons implémenté ces algorithmes et réalisons également des travaux de recherche avec ces algorithmes pour diminuer la quantité de rayons X, la dose qui est mise au patient dans un examen scanographique. Et en entraînant le logiciel sur un grand nombre d'images à haute dose, on a pu recréer à partir de données acquises avec moins de rayons X, des images de qualité améliorées avec cet algorithme. Ça permet vraiment une révolution également pour diminuer le nombre, la dose pour les patients. Donc ça, c'est un algorithme que nous utilisons déjà en pratique clinique, qui sera également détaillé par Michel Husneau dans sa présentation. Très prometteur et peut-être l'une des meilleures actuellement indications d'application d'intelligence artificielle en imagerie médicale. Vous voyez ici la baisse de la dose de gadolinium que l'on peut administrer pour une IRM cérébrale. Nous avons Subtle Medical, une compagnie californienne qui a publié des travaux et qui a des produits qui sont marqués FDA et Communauté européenne pour diminuer la dose de contraste sur les examens d'IRM avec des images synthétiques qui sont améliorées à partir de 10% seulement de la quantité de gadolinium. Alors pourquoi c'est intéressant? Vous voyez cette communication là, du Congrès européen de radiologie il y a quelques semaines où nous voyons que dans l'eau du robinet il y a du gadolinium, ça entre la chaîne alimentaire, ils en trouvent dans les boissons, dans les fast-foods, dans les grandes villes allemandes et il peut y avoir des effets adverses pour la santé. Donc effectivement, à nous de diminuer la dose de gadolinium par des utilisations appropriées de ces injections et on peut également l'améliorer avec le deep learning et ces outils. Et là, ça a un vrai impact sur la santé des patients et sur notre santé à tous, celle de nos enfants, en essayant d'avoir une vue un peu écologique sur l'utilisation des ressources en radiologie. Pour aller plus loin dans ce cycle, cette chaîne de valeur, nous pouvons voir que l'amélioration de la qualité de l'image et la rapidité avec laquelle nous acquérons les images peut être optimisée. Voyez ici cette étude faite à l'université de New York avec Facebook AI qui accélère les images IRM. Ils ont publié sur l'IRM du genou notamment, décembre 2020. Voyez, il y a un sous-échantillonnage de l'espace K et une reconstruction des images qui va être améliorée à partir d'une image qui aurait été de moins bonne qualité sans apprentissage profond. Et dans différents papiers de recherche, sous l'égide notamment de Michael Recht, nous avons ici une image qui va être améliorée par Deep Learning. Alors il ne faut pas non plus que nous interprétions des images qui sont rêvées par des machines, qu'elles correspondent à quelque chose de réel, mais tout ça est étudié et nous pouvons voir ici une image nette qui est faite à partir d'un temps patient de moins de 5 minutes dans la machine qui va être éventuellement une révolution pour augmenter aussi peut-être la charge de travail des radiologues, d'où l'intérêt d'optimiser les flux. Autre application, ici vous avez une image d'IRM, on peut créer de manière synthétique une image scanner avec des réseaux, ici un UNet, un réseau neuronal qui va encoder et décoder l'image. Ils ont comparé ça, le synthétique c'était par rapport au scanner, ils font des cartes de différence entre les images, donc tout ça est également prometteur, si vous avez une IRM, de pouvoir peut-être essayer d'imaginer à quoi ça pourrait correspondre en scanner sans avoir besoin d'utiliser des rayons X.
Pour le travail du radiologue, on peut faciliter l'affichage des protocoles, trier les examens les plus importants et les plus pathologiques pour faciliter cela. Vous voyez par exemple ici un outil qui est développé par ACFA, qui est un Smart Hanging Protocols Assistant, si vous voulez, qui va améliorer et mettre de manière automatique les examens complexes. Pour la comparaison, ça peut permettre de gagner du temps pour les patients et pour les radiologues. Ici, une conférence, encore une fois, du Congrès européen, où ce radiologue de Harvard nous explique qu'il a intégré dans son système une coche. Il a juste à cliquer dessus et ça permet de savoir à qui il doit transmettre un résultat urgent. Peut-être l'examen a été prescrit par quelqu'un qui a fini sa garde. On n'a pas envie de courir après si on a un examen urgent à communiquer. Et ce système-là est une vraie aide dans le workflow du radiologue. Rien à voir avec l'analyse d'image, mais ça va nous permettre de dire, ben voilà, je dois transmettre ce résultat à telle personne, voilà son numéro, et on gagne effectivement du temps grâce à ça. C'est une utilisation très intelligente de l'intelligence artificielle. Ce même radiologue nous dit qu'il a une case sur laquelle il clique dans son PACS et qui permet de co-enregistrer les images pour un examen oncologique de comparaison, mise au même plan de coupe pour pouvoir comparer par exemple une lésion. Ici vous voyez une lésion sur la surrénale gauche, peut être automatiquement co-enregistrée et cela fait gagner également du temps. Le workflow va maintenant ressembler avec les examens probablement pathologiques et les examens très probablement normaux, et bien évidemment on ne va pas commencer par tous les examens normaux pour essayer quand même de rendre service à nos patients, et cette priorité dans le workflow va être également un outil intéressant pour les radiologues. Vous voyez un outil là qui a été développé par Viz.ai où lorsqu'un patient a une IRM cérébrale et qu'on voit une occlusion d'un gros vaisseau artériel qui va nécessiter une prise en charge urgente et peut-être tuer le patient dans les prochaines heures, ils ont développé une application qui envoie de manière automatique un message au neuroradiologue interventionnel d'astreinte et permet de gagner du temps. Ils ont étudié ça, ça permet de gagner du temps pour le traitement des patients, ça permet d'améliorer le devenir du patient parce que son accident vasculaire cérébral est pris en charge plus tôt, et si on a fini avec le patient qui était urgent, eh bien on peut peut-être prendre plus de patients dans le centre de soins. Donc ce sont des utilisations aussi séduisantes de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est du rapport radiologique, on peut imaginer, c'est ce qui est fait par exemple par Nina Kotler et Rad Partners aux États-Unis, insérer de manière automatique des recommandations dans les rapports en fonction des trouvailles qui sont analysées de manière automatique dans le texte. On peut mettre ces systèmes automatiques qui vont extraire aussi, aider aussi à l'extraction des données, les systèmes BIRATS, PIRATS, etc. de classification standardisée de certaines pathologies cancéreuses et d'inscrire des recommandations automatiques dans les rapports. On peut aussi contrôler de manière automatique la qualité des rapports, par exemple, et d'y insérer des données que l'on pourra analyser et traiter par la suite avec l'augmentation des datasets. Il y aura d'autres applications potentielles qui pourraient en ressortir. Vous voyez, ce radiologue donc, qui s'appelle Ramin Khorasani de Harvard, au Congrès européen de radiologie, qui nous dit qu'idéalement, il pourrait optimiser par de l'intelligence artificielle la prescription du clinicien. Parfois, il y a juste marqué bilan d'extension, super, ça nous fait une belle jambe, de quoi est-ce qu'il a quoi comme traitement, on ne sait pas. Et bien lui, il dit qu'en développant un outil d'IA qui va nous extraire dans le dossier électronique du patient, si le patient a eu des chimiothérapies, est-ce qu'il a eu une biopsie, est-ce qu'il a eu des rayons, est-ce qu'il a d'autres pathologies, et bien voyez, si là il peut extraire qu'il a déjà eu des chimiothérapies, peut-être le radiologue peut mieux interpréter des effets secondaires de ces chimiothérapies sur les images qu'il n'aurait peut-être pas analysé de cette façon-là sans cette information. On peut par exemple voir chez ce patient qu'il a également une maladie de Crohn. Si on voit quelque chose sur l'estomac, sur l'intestin, eh bien ça pourra être dû à ça par exemple. Et donc il y a des fois des pertes de chance du patient suite à des prescriptions qui sont mal remplies que l'on pourrait rattraper un petit peu par de l'IA si on extrait des informations de manière automatique, des informations pertinentes du dossier électronique. Et ça c'est également très séduisant.
Enfin, pour qu'un centre de radiologie fonctionne et soit rentable, il y a des outils d'analyse qui sont réalisés, des scorecards, des dashboards qui permettent d'analyser la productivité des radiologues, le temps pour lequel ils mettent à transmettre les résultats. Y a-t-il parfois des erreurs, y a-t-il des plaintes, des choses comme ça? Tout ça peut également être analysé. C'est l'application de l'IA sur les outils d'analyse pour essayer de lisser les courbes s'il y a des différences significatives entre certains radiologues, par exemple. Donc la conclusion là, de ce topo de Harvard au Congrès européen de radiologie, c'est que vraiment il va y avoir une utilisation pour l'optimisation du workflow dans les prochaines années. On va pouvoir mesurer les performances des différents radiologues et extraire de plus en plus de données de manière automatique, des données pertinentes des dossiers électroniques. Et cela va vraiment faciliter la vie des radiologues. On n'a même pas parlé là des outils d'analyse d'images, vous voyez, et ce cycle ici, il y a vraiment une possibilité infinie de développement d'applications à toutes ces étapes de la production d'un outil d'intelligence artificielle, d'un examen d'imagerie médicale, et on va pouvoir vraiment améliorer, je pense, notre rôle. Il faut être des leaders et des pionniers dans l'adoption de ces techniques pour garder les avantages technologiques que l'on a en radiologie et garder notre place centrale dans le traitement du patient. Cet article de 2017 nous dit que le futur de la radiologie est vraiment dans l'informatique et dans les informations, les technologies de traitement de l'information, et c'est vraiment ce qu'il va falloir suivre. J'espère que nous avons réussi à vous montrer que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le radiologue, mais que le radiologue va l'utiliser, qu'il y a de multiples applications prometteuses. Et je vous laisse avec cette citation d'un teaser pour ce film de science-fiction Ex Machina, qui nous dit que d'effacer la ligne entre les humains et les machines, et peut-être d'obscurcir la ligne entre les hommes et les dieux. Nous verrons, le futur nous le dira. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. Magnifique, magnifique présentation. Super. Voilà, donc voilà, vraiment bien éclairé sur plein d'aspects de l'intelligence artificielle. Alors, je vous rappelle, il y a en bas, au niveau de votre barre d'outils, un chatbox, c'est converser. Vous cliquez là-dessus et vous avez la possibilité de poser les questions, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit à Benoît. J'ai reçu des petites questions par d'autres canaux, notamment les personnes autour de moi. Et première question, est-ce qu'il existe un catalogue d'applications? Parce que Benoît, tu nous as montré énormément d'applications potentielles. Est-ce qu'il y a une sorte de grand catalogue online d'applications dans lequel on peut aller choisir l'une ou l'autre application qui pourrait correspondre à un besoin dans notre pratique quotidienne? Alors effectivement, quand on implémente des solutions, on essaye de voir quelle va être la meilleure solution, et on a deux possibilités, soit de se tourner vers quelqu'un qui vient nous voir en radiologie avec une solution pour un problème donné, soit d'aller voir une sorte de distributeur qui va distribuer plusieurs applications. C'est le modèle qu'on a choisi dans l'entreprise. Donc il y a la possibilité d'avoir soit des constructeurs, soit des entreprises qui se sont créées un peu les dernières années, qui développent un panel d'applications. Il y a les challenges d'images qui sont aussi beaucoup utilisés, et on a un site néerlandais notamment qui note aussi toutes les bases de données qui sont libres et toutes les solutions d'intelligence artificielle qui sont marquées CE ou FDA, qui les recense, sur lesquelles on peut aussi aller chercher les modèles disponibles. Donc là, c'est un peu à voir en fonction des besoins. Est-ce que vous avez une grosse activité qui est diverse? Est-ce que vous avez une activité qui est ciblée sur peut-être de l'imagerie ostéo-articulaire, par exemple, ou autre? Là, ça dépend un peu de ses besoins, et les deux possibilités existent à l'heure actuelle, soit de se tourner vers un fournisseur d'une solution précise, toutes ces startups que l'on a vues sur une slide vive, et souvent, c'est un écosystème qui fait des alliances entre différentes compagnies pour pouvoir avoir la meilleure visibilité. Ok, merci Benoît. Dans tous ces développements qu'on a vus, qui guide finalement le développement aujourd'hui? Est-ce que c'est les data scientists? Est-ce que c'est l'industrie, les startups, les radiologues? Qui est à la manœuvre, et comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une vision d'une bonne intelligence artificielle pour l'avenir?
Alors, c'est pour ça que les Canadiens se sont regroupés pour réfléchir ensemble à quelle attitude adopter. On a vu ce qui s'est passé avec l'IRM cardiaque. Les radiologues ne s'y sont pas intéressés. Ça a été repris pour une bonne partie par les cardiologues. Donc, les radiologues, il faut s'intéresser. On nous l'a fait bien sentir dans les congrès avec vraiment une éducation qui se fait sur l'intelligence artificielle. Il faut s'intéresser à ce genre de choses. La voie que nous avons choisie, c'est de co-créer une application pour s'immerger vraiment dans le processus de création et d'essayer de comprendre quels sont les besoins des data scientists, quels sont les besoins des radiologues. Le but, c'est quand même d'appliquer ces solutions à la radiologie, et qui de mieux que les radiologues pour voir quels sont leurs problèmes au quotidien. On voit comme ça des papiers qui sortent, qui sont faits par des équipes quasiment uniquement de data scientists. Et je me rappelle un congrès où quelqu'un présentait une application qui détecte les calculs sur les scanners, sur les voies urinaires. Et quand on a posé la question, comment faites-vous la différence avec un phlébolite, qui est une calcification dans un vaisseau à côté, l'orateur n'avait aucune idée de quoi on parlait, car il n'avait pas la connaissance. Donc le but, c'est quand même de faire des alliances entre l'industrie ou des partenaires académiques qui ont les connaissances pour coder, qui ont les connaissances de tous ces processus statistiques et informatiques qui changent vraiment très récemment. On peut voir que tout ce qui était à jour en 2016, en 2017, c'est quasiment la préhistoire en 2021. Les choses vont de manière extrêmement rapide dans ce domaine-là. On a vu que les puissances informatiques, etc., le nombre de données augmente, les choses sont de plus en plus performantes. On est encore très loin d'une intelligence artificielle générale qui va être autonome, etc. Pour le moment, ce sont des choses qui répondent à une question clinique précise. Et donc, si les radiologues donnent leur avis, expriment ce qui les gêne, pourquoi il y a des burn-out de radiologues, parce qu'il y a tel ou tel problème dans mon quotidien, on peut essayer d'identifier ces problèmes et d'aller voir des data scientists, de faire des alliances pour essayer de voir comment résoudre ces problèmes. Mais le rôle du radiologue, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut s'intéresser à ces choses-là. C'est pour ça aussi qu'on fait ce cursus-là, pour essayer de démystifier un peu l'intelligence artificielle et de se dire que, oui, évidemment, au début, on n'y comprend pas grand-chose, mais en s'y intéressant, il y a des cours de vulgarisation. Ça progresse un peu au niveau des connaissances. Dans les congrès, vous avez des niveaux un peu advanced, des niveaux un peu débutants, mais là, on est en 2021, c'est le moment. L'intelligence artificielle, on l'utilise maintenant en radiologie. Et si vous voulez aussi suivre le chemin, ne pas vous faire déposséder de certaines parties en pensant qu'un data scientist va vous imposer une autre façon de faire dans votre travail, le meilleur moyen est d'inventer le futur, de lui dire ce que l'on veut et quels sont nos besoins en tant que radiologue. Okay, merci Benoît. Alors, il y a une question intéressante ici, vraiment, qui concerne la pratique clinique. Donc, tu n'as pas évoqué la détection automatisée des fractures. C'est un logiciel que nous, on utilise déjà en routine quotidienne maintenant. Quelle est ton opinion sur cette application, finalement, et la maturité d'une solution comme ça? Alors là, on commence à être à une phase où on implémente vraiment des outils d'intelligence artificielle. Donc avant l'implémentation, il y a eu des tests, il y a eu l'entraînement de ces systèmes, et là, on peut voir quand même des premiers produits qui sont assez mûrs, assez matures, et qui sont robustes pour nous aider dans l'analyse. Par exemple, pour cet outil sur les fractures, on l'utilise notamment le lundi, parce qu'on a des centres d'urgence qui tournent le week-end, et on a une accélération un petit peu de la détection de la fracture. Parfois, effectivement, on se dit, bon, la petite fissure dans la phalange distale, est-ce que j'aurais vraiment eu l'œil attiré par ça? Ça aide quand même à gagner de la rapidité. Il y a peu de faux positifs sur l'utilisation que l'on a pour le moment de ces algorithmes. Donc, on est assez content. On a des solutions qui sont assez robustes actuellement en utilisation réelle dans le workflow clinique actuel. Okay. Et alors, il y a une question qui est dans la foulée de ça, qui est vraiment, bon, comment est-ce qu'on peut arriver à bien comprendre comment ces algorithmes gèrent ces données, ces datas, pour éviter qu'on ait des faux positifs, justement, pour pas que des diagnostics soient finalement inventés. Alors, on aura une séance dédiée sur le sujet, sur l'analyse de la boîte noire qui sera faite par un data scientist. On va lui dire avant de ne pas faire trop compliqué quand même, mais d'essayer d'ouvrir un peu cette boîte noire. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a l'explicabilité et l'interprétabilité. Il y a le comment et il y a le pourquoi l'algorithme prend une décision. On sait qu'il y a des façons un peu de voir rapidement si le modèle résonne de manière fausse. Par exemple, on a vu des heatmaps, des
couleurs qui nous montrent un peu la zone dans laquelle l'algorithme va prendre sa décision. Et on a pu voir des cas de pneumothorax où l'algorithme avait des super niveaux de performance, mais parce qu'il savait reconnaître le drain thoracique qui était à l'intérieur. Oui, c'est plus facile, il ne sait pas reconnaître le pneumothorax, il sait reconnaître le drain qui lui fait suggérer qu'il y a un pneumothorax. Donc, cette analyse de comment le système prend sa décision, il va falloir travailler dessus. Il y a un article très récent là, dans le journal américain de radiologie par Felipe Kitamura et Augué Marquez, qui sont de référence un peu sur le sujet, qui nous dit que finalement, ça va être surtout l'utilisation qui va nous dire j'ai confiance ou pas dans l'algorithme. Parce que parfois, si c'est pour un patient en fin de vie où l'algorithme va nous dire est-ce qu'il faut aller en réanimation ou pas, finalement, on n'a pas besoin de savoir comment il va prendre sa décision, parce que ça ne va pas nous changer notre avis humain sur ce patient, doit-il aller en réanimation ou pas. Donc, il y a toute une thématique sur le sujet qui est assez à la mode de l'explicabilité des algorithmes, et on aura des choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir? On ne sait pas nous-mêmes expliquer comment l'humain, des fois, prend sa décision. Si vous avez vu un cas comme ça la semaine dernière, en fonction d'un cas qui vous a traumatisé il y a 20 ans, vous réagissez peut-être pas de la même manière. On sait que l'humain, on n'arrive pas à tout expliquer. Pour la machine, ça sera probablement comme ça. On espère améliorer les choses, surtout pour éviter toutes les problématiques de biais. C'est aussi un sujet dont on parlera dans un autre cours. Ok, merci beaucoup Benoît. Je vois qu'il y a encore on va dépasser un petit peu l'heure pour ceux que ça intéresse. Tant qu'il y a des questions intéressantes, je pense qu'il faut pouvoir en profiter. C'est aussi une plateforme d'échange, c'est court, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y a une question ici de voir si on va revenir en détail par la suite sur comment ces algorithmes analysent les fractures ou une tumeur ou une simple lésion. Mais ça, je pense que ça rejoint un petit peu ta réponse sur la boîte noire avec le data scientist qui nous présentera Là, pour les applications d'analyse d'image, c'est vraiment un petit peu ce qu'on a entrevu avec des petits patchs de l'image qui vont être pris, ils vont être entraînés sur un nombre important de données. Comment le radiologue reconnaît la fracture, par exemple? Il y a soit une clarté, soit il y a une irrégularité corticale, soit il y a une apposition périostée. Et c'est ces différents features que l'algorithme va apprendre à retenir. Et puis, ce qui va être important, surtout, une fois qu'on a implémenté un algorithme, de savoir comment il marche et d'essayer de l'améliorer au fil du temps. On sait qu'il peut y avoir une dégradation de la performance d'un modèle sur le temps, ce qu'on appelle le shift du modèle, parce que peut-être les machines sont plus performantes, il n'y a plus la même population sur laquelle on applique l'algorithme, et donc il faudra réentraîner un petit peu, continuer à surveiller les performances, monitorer ces performances des algorithmes. Mais en tout cas, pour ce qui est des analyses d'images, c'est souvent vraiment par cette computer vision là dont on a vu avec les petits patchs qui prennent des images, ils repèrent des features, des caractéristiques de l'image, les bords, les contours, et le modèle va se dire, là, il y a une clarté en plein milieu de l'os, ça doit être une fracture. J'ai vu beaucoup d'examens qui étaient labellisés fracture par rapport à ça. Et puis, après, l'explicabilité des boîtes noires va peut-être nous aider à en savoir plus par la suite. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question ici à laquelle je ne pourrais pas répondre, mais peut-être toi. Donc, quelle est, ça saute un petit peu, voilà, l'importance de l'intelligence artificielle en imagerie médicale à la 5e dimension? Je ne la connais pas. Est-ce que toi, tu connais la 5e dimension, Benoît? À la 5e dimension, est-ce que c'est de prévoir ce que va devenir le patient? Je ne sais pas. Probablement, oui. C'est probablement les modèles prédictifs. Alors voilà, après, il y aura tout ce qui est radiomix, etc., de se dire, on va pouvoir peut-être dire, à partir d'une IRM, ce que l'œil radiologique ne sait pas faire avant, que ça va être un plus mauvais pronostic ou pas, est-ce qu'il va réagir à tel type d'immunothérapie? On sait qu'il y a une progression un peu dans le traitement du cancer, des nouveautés, etc., et puis on va pouvoir voir un peu des clusters de patients similaires avec des facteurs de risque et une génétique un peu similaire qui vont évoluer de manière un peu similaire. Mais là, on est vraiment dans le big data et on sera plutôt d'ici une dizaine d'années. Après, la 5e dimension, si c'est aller dans l'espace, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. OK. Et alors, il y a encore une question ici. Si un modèle est réentraîné, qu'est-ce qui se passe avec la certification du produit finalement? Est-ce qu'on a toujours le droit d'utiliser dans sa version antérieure ou est-ce que finalement, il faut vraiment Alors, il y acquérir? a toute une problématique qui se crée, effectivement. C'est pour ça qu'il faut se structurer. Si vous êtes un centre de radiologie qui développe une solution d'IA, il faut vous faire une équipe avec des gens qui vont s'occuper à ça, au marquage CE, à l'algorithmovigilance. Et effectivement, quand on va réentraîner
un algorithme parce que ses performances se péjorent un petit peu au cours du temps, il va falloir probablement recertifier les algorithmes. C'est un peu comme une fois qu'un médicament est mis sur le marché, eh bien, on continue de regarder s'il y a des effets secondaires. Il y a la pharmacovigilance. Eh bien là, ça va être un petit peu la même chose. Et il faut trouver encore le bon modèle qui n'est pas encore tout à fait pareil, je pense, entre les États-Unis et l'Europe pour les certifications. Il y a eu un papier récemment qui comparait les certifications FDA et les certifications communauté européenne. Là, il faudra voir, la législation a tout à fait le droit d'évoluer aussi dans les prochaines années, mais on suppose effectivement qu'un algorithme qui va être changé par rapport à sa certification initiale va devoir être recertifié pour confirmer qu'il y a une innocuité et des performances pour l'utilisation, car on travaille quand même dans la santé des patients. Il faut quand même que le produit soit bon et encore une fois que le radiologue reste quand même au chevet. Le radiologue n'est pas déchargé de son travail, il est assisté dans son travail. C'est vraiment le message de cette présentation. Ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies, essayer de s'y intéresser et puis de les utiliser, de commencer à les utiliser, de ne pas attendre 10 ans avant de commencer à les utiliser pour prendre le wagon des gens qui se posent les bonnes questions et justement de pouvoir challenger les data scientists ou les industriels qui viennent vous voir avec des produits en leur disant bah non, ça va pas aller parce que mon utilisation elle est comme ça, moi personnellement, etc. Pour voir un peu quel est votre besoin au quotidien en tant que radiologue. Il faut que vous soyez au centre un peu de cette implémentation de l'IA dans votre centre d'activité et non pas que vous soyez en périphérie complètement largué parce qu'il se passe, il faut vous y intéresser. C'est un peu le but aussi de ces formations, de donner une petite culture générale sur le sujet. Et puis, ceux qui sont encore restés en retrait par rapport à l'intelligence artificielle, de vraiment aller piocher. Je vous ai donné quelques bons articles de base pour se lancer. Dans tous les congrès, là, vous allez avoir des séances sur l'intelligence artificielle en radiologie en 2021. OK. Il y a encore une question ici que j'ai envie de poser parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est est-ce que l'IA pourrait donner plus de responsabilités aux TRM, aux manipulateurs, et de leur permettre de poser finalement les premiers diagnostics pour soulager la charge de travail des médecins radiologues? Ça, c'est très intéressant Alors, pour nous. effectivement, les humains, les radiologues ont facilement tendance à laisser une intelligence artificielle faire. Par contre, dès qu'on dit, ah non, c'est un TRM, un technicien, un manipulateur radio qui va faire ça à votre place, tout de suite, les cris d'orfraie, on a peur, etc. Pourtant, c'est quand même fait au Royaume-Uni, notamment, avec des techniciens spécialistes qui lisent les radios musculosquelettiques, les radios avec le thorax et qui sont parfois assistés par des IA sur le sujet. Mais effectivement, ça pourrait être une voie. Le technicien, on a vu que son métier va être modifié également, que ça soit pour l'acquisition des images, mais pourquoi pas imaginer que si le radiologue, on a réussi à lui libérer assez de temps avec ses outils pour qu'il fasse de l'interventionnel, des consultations avec les patients, etc., que peut-être une partie de son activité va être sous-traitée par le technicien dans certains domaines spécifiques. Ça se fait déjà aussi en France. Avant, quand j'étais à Poitiers, c'était un technicien en radiologie médicale qui faisait les Dopplers notamment. Donc là, tout est envisageable. On a aussi inclus les TRM dans ce cycle de formation pour aussi commencer à les éduquer à ces problématiques, car effectivement, ils ont déjà leur métier qui est modifié par cette IA. Et après, le futur est ouvert, tout peut se passer. Hein. On voit que il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout cette problématique de deep learning, etc. Donc, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer d'ici 5-10 ans. Mais c'est sûr que les techniciens en radiologie qui vont aller de manière proactive s'intéresser à ces thématiques-là, échanger, discuter avec les gens qui viennent voir dans les centres pour proposer des solutions, peuvent aussi avoir des bonnes idées qui peuvent aussi fluidifier l'activité et améliorer la prise en charge des patients. Très bien, merci beaucoup. Voilà, il est 13h presque 10. On va tout doucement clôturer cette séance. D'autres formations vont venir dans les prochains mois. On va avoir un rythme à peu près mensuel pour cette formation quasi continue en intelligence artificielle. On espère que ça vous aide à appréhender l'intelligence artificielle dans votre quotidien. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. Vous étiez presque 100 aujourd'hui en ligne, c'est fantastique.
Merci beaucoup à Benoît qui nous guide dans 3R pour le développement de cette intelligence artificielle, pour l'intégrer. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir au quotidien à participer à l'aventure de l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous donnera le goût d'y participer aussi. Et puis, je laisse le dernier mot à Benoît avant de clôturer cette séance. Oh ben, je pense qu'on en a déjà dit pas mal. On va vous laisser vous reposer avant de reprendre le boulot pour la plupart. Merci à tous. On espère qu'on a réussi à vous intéresser à ces thématiques-là. Et je vous conseille les cours suivants qui sont réalisés par des collègues de l'industrie, des collègues techniciens en radiologie médicale et un collègue radiologue, le docteur Amin Korchi. Je suis sûr que ça va être également très intéressant. Merci à toutes, merci à tous et une bonne après-midi.